Alors nous venons de voir finalement successivement la mobilisation du Parlement pour faire finalement la pédagogie des objectifs de développement durable comme notre cadre commun pour co-construire le bien commun. Nous avons vu comment les politiques publiques s'articulent autour de l'action de l'Agence nationale de la cohésion des territoires pour pouvoir être au plus près des besoins et des réalités de terrain et de la diversité des territoires. Et nous avons vu comment l'ingénierie publique, à travers la Caisse des dépôts, finalement, offre une multitude de modalités pour pouvoir accompagner ces territoires et s'appuie aussi, et à cette volonté de s'appuyer aussi sur des réseaux tels que le réseau des pionniers des alliances en territoire pour finalement inventer ensemble les modes qui répondent toujours plus et toujours mieux à cette dynamique de co-construction territoriale. Nous venons donc de voir la partie publique de cette dynamique. Et la question que l'on peut se poser depuis ce matin, c'est finalement, mais c'est quoi cette catalyse territoriale? Quels en sont les métiers? Finalement, concrètement, ils font quoi, ces catalyseurs territoriaux? Et finalement, la parole est la meilleure et toujours par ceux qui font eux-mêmes. Et donc, je laisse le soin à Élodie Julien, la secrétaire générale du réseau des pionniers des alliances en territoire, de nous décrire ces métiers et surtout de mettre en débat la suite de notre actualité au travers finalement de l'échange entre 4 acteurs complémentaires qui incarnent ces 4 métiers et on verra qui les articulent de façon extrêmement habile. Et puis nous finirons finalement par la pratique, toujours la pratique. Comment est-ce que en cette sortie de crise du Covid-19, nous avons souhaité, le réseau des pionniers des alliances en territoire, eh bien, proposer un kit très pratique au travers des dimensions politiques, des dimensions stratégiques et des dimensions opérationnelles que recouvre ce jouet collectif en territoire. Élodie Julien, la parole est à vous pour finalement nous présenter, avant de les écouter, les métiers de la catalyse territoriale. Eh bien, avec plaisir. Alors effectivement, on parle beaucoup de catalyse territoriale, mais qu'est-ce que c'est que cette catalyse territoriale ? C'est une ingénierie qui permet de féconder le territoire en matière d'alliances stratégiques au service des besoins du territoire. Elle se matérialise par 4 métiers qui sont complémentaires, que vous voyez à l'écran. Le fait de pouvoir organiser le dialogue territorial entre les différents acteurs de l'écosystème, le fait de pouvoir impulser, de concevoir, d'impulser, de piloter des expérimentations collectives, le fait aussi de pouvoir accompagner les acteurs de territoire dans la coopération, dans le faire alliance. Et enfin, c'est la possibilité aussi de pouvoir gérer un lieu physique qui incarne cette coopération et qui peut prendre la forme de différents services qui y sont associés. Alors on a la chance, parce qu'on a 4 partenaires très majeurs pour nous qui ont joué le jeu d'enregistrer une vidéo. Et cette vidéo, en fait, illustre chacun des 4 métiers que je viens d'exposer. Le territoire Paris-Est Marne-et-Bois, qui illustre le métier de dialogue territorial. Et vous verrez dans ces vidéos qui sont tout de suite disponibles sur la plateforme d'innovation territoriale en action. On vous invite d'ailleurs après la séquence à les consulter tout de suite. Mais vous verrez que dans cette vidéo, le territoire Paris-Est Marne-et-Bois crée un dialogue innovant au sein du territoire, en partant des besoins du territoire, mais aussi en mettant en avant l'importance de prendre le temps de l'apprentissage de chacun, mutuellement de connaître chacun, et de pouvoir aussi mettre en avant les complémentarités des acteurs pour qu'ils puissent travailler ensemble. Nous avons, deuxième illustration, le programme Microville 112, qui est un programme de co-développement qui permet de rénover 50 000 m² de terrain. Et ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est que ce programme a connu 4 étapes. Le fait de pouvoir faire écosystème, c'est-à-dire on crée les conditions de la coopération. Ensuite, c'est de pouvoir co-construire des nouveaux usages avec les acteurs de territoire. C'est aussi pouvoir mutualiser et mettre en synergie tous les porteurs de projets qui vont construire cette zone de réhabilité. Et enfin, c'est de pouvoir coproduire ensemble avec l'ensemble des acteurs de territoire. La deuxième illustration, elle va permettre de comprendre ce qu'est l'accompagnement. Et là, c'est le réseau national de l'économie territoriale qui illustre cela, qui est un réseau qui fédère l'ensemble des développeurs économiques de territoire. Et ces développeurs, en fait, accompagnent les acteurs de territoire pour impulser le développement économique et puis plus globalement de créer, de structurer une offre et un environnement qui est propice à ce développement économique. Et enfin, nous avons l'Infolab, qui est un tiers-lieu, qui va donc illustrer la question de la gestion des lieux. C'est un tiers-lieu qui est un service du CRIJ de Orléans,
et qui s'adresse essentiellement à l'engagement des jeunes en créant de l'émulsion et de la coopération, et qui propose différents services comme des espaces de coworking, de l'incubation de projets, de l'accompagnement, des événements, l'accès à des équipements numériques et aussi à des réseaux. Donc je vous invite très vivement à aller voir ces vidéos après cette séquence, puisqu'ils sont tout de suite consultables. Et donc avec moi, j'ai la chance d'avoir mes 4 partenaires qui illustrent ces 4 métiers avec moi. Donc Frédéric Marquet. Bonjour, vous êtes directrice adjointe du développement économique en charge de l'innovation et de l'expérimentation au sein du territoire Paris-Est Marne-et-Bois. À côté de moi, Éric Novak, vous êtes cofondateur de la SIC Alliance Sens et Économie qui porte ce programme Microville 112. À l'autre côté de l'écran, nous avons Patricia Auroy, qui est vice-présidente du réseau national de l'économie territoriale, et enfin Thierry Ferré, qui est directeur du CRIJ Orléans, et donc qui porte aussi cet Infolab, ce tiers-lieu qui est très innovant à Orléans. Alors, j'ai très rapidement expliqué, mais donc encore une fois, les vidéos sont probablement beaucoup plus explicites que ce que je viens de dire, mais chacun de vous porte un prisme particulier de cette catalyse territoriale, porte un des métiers, mais finalement, est-ce que vous, dans vos fonctions au quotidien, vous articulez pas ces 4 métiers, et si oui, comment vous faites cette articulation? Donc je me retourne vers vous d'abord, Frédéric. On a expliqué en introduction que le territoire Paris-Est Marne-et-Bois organise ce dialogue territorial, mais finalement, est-ce que le territoire ne porte pas aussi les autres fonctions dont on a parlé tout à l'heure? Tout à fait. C'est vrai que notre approche privilégiée et le dialogue territorial, nous réunissons les acteurs du territoire, associations, entreprises, institutions et collectivités autour d'une thématique, parce qu'on part du principe que chacun a une part de la solution aux problématiques d'intérêt général, et on les met ensemble pour discuter, pour qu'ils apprennent à se connaître, qu'ils apprennent à comprendre les problématiques et les contraintes de chacun, et qu'ils puissent ensemble se fixer des objectifs pour travailler ensemble. Mais très rapidement, en fait, on vient à une envie d'agir collectivement. Et donc, même si, je dis rapidement, et en même temps, ça prend quand même beaucoup de temps. Et donc, nous avons une initiative, par exemple, en ce moment, qui s'appelle VitaWin, qui est une expérimentation collective qui est menée à partir d'un collectif de différentes structures, et qui a donc pour objectif de rapprocher écoles, élèves et entreprises. Donc en effet, nous activons aussi la partie expérimentation collective, et forcément, à des moments divers, nous accompagnons aussi tous ces acteurs avec qui nous travaillons de différentes manières. Et j'ai envie de dire, la première manière, ça serait d'opérer pour eux des liens qu'ils ne font pas encore ensemble, c'est-à-dire qu'ils ont envie de travailler ensemble, mais ils ne voient pas comment faire. Et donc, le catalyseur va avoir déjà, lui, dans sa tête, une sorte de vision des liens qui pourraient se faire et qu'il peut partager avec ses acteurs. Ensuite, nous les accompagnons de différentes manières différentes sur des rencontres, mais pour la structuration aussi de leurs projets, donc forcément, nous avons aussi le métier d'accompagnement. Et enfin, en dernier recours, nous essayons d'incarner ces nouvelles relations, ces nouveaux échanges au travers d'un lieu. En fait, le lieu devient, qu'il soit tiers-lieu, espace de coworking ou Fab Lab, il devient vraiment le lieu de l'incarnation de cette volonté de travailler ensemble. Et par un peu le plus grand des hasards, c'est que nous avons la compétence à Paris-Est Marne-et-Bois de la gestion des tiers-lieux publics. Et donc nous sommes en train de constituer un réseau des tiers-lieux du territoire, à la fois publics et privés, de manière à tisser à l'échelle du territoire tous ces liens pour pouvoir créer des synergies dans des lieux différents qui ont chacun leur expertise, leur spécialité, leur ADN. Et donc, nous sommes aussi sur la gestion des lieux. Merci beaucoup, Frédéric. Éric, pour le programme Microville 112, comment ça se passe, cette articulation? Déjà, ce qu'il faut voir, c'est qu'on part, nous, au contraire, d'un tableau blanc, d'une feuille blanche. C'est-à-dire, dans un premier temps, il y a un village qui récupère un territoire de 90 hectares, 50 000 m² de bâtiments, sur lequel il y avait 2500 personnes. Et tout d'un coup, le territoire doit prendre la décision de prendre la possession de ce territoire. C'est-à-dire que c'est un quartier qui est à 3 km du village, mais malgré tout, le village doit prendre la responsabilité, au bout du compte financière,
de prendre ce territoire. Donc, en fin de compte, dans un premier temps, il faut déjà faire en sorte que le village accepte. Donc, nous avons travaillé avec les citoyens, nous avons fait des commissions citoyennes pour réfléchir ce que ça pourrait devenir. Et au fur et à mesure, nous avons lancé un appel à manifestation d'intérêt et les opérateurs sont venus présenter les différents projets aux citoyens. Maintenant, le projet est tellement gros que il y a une interface avec les villages autour et avec la communauté d'agglo qui se trouve la ville de Reims, enfin le Grand Reims en tous les cas. Et là, évidemment, il va y avoir une interaction parce qu'on parle d'économie, on parle de tourisme, on parle de plein de choses. Merci. Alors Patricia Auroy, je me retourne vers vous. Donc vous représentez le réseau national de l'économie territoriale. Les développeurs territoriaux, quels sont leurs leviers qui leur permettent finalement d'accompagner les acteurs de territoire ? Alors, les développeurs économiques qui sont représentés dans le réseau et auxquels s'adresse le réseau national de l'économie territoriale sont des développeurs économiques qui sont principalement dans les intercommunalités. Donc, c'est un métier qui existe depuis longtemps, depuis... disons que la vague de décentralisation de 83 a vu émerger des agences de développement notamment, et puis l'évolution de métiers aussi au sein des CCI, et puis avec la mise en place des fonctions de développement économique dans les communes, et puis ensuite avec les réformes territoriales dans les intercommunalités, a vu donc se déployer ce métier de développeur économique. Il est On ne vous entend plus, Patricia. Oui, bah, c'est bon. Oui. Voilà, d'accord. Il est de fait ouvert à tous les acteurs de l'écosystème, hein, puisque son rôle, c'est d'accompagner l'émergence et le développement d'activités économiques, donc émergence de porteurs de projets, qui soient issus du monde académique ou issus d'autres domaines, ou essaimage d'entreprises existantes, etc., et développement des entreprises existantes. Donc articulation avec le monde académique, avec le monde des entreprises, avec le monde institutionnel. Le but étant de faire travailler ensemble l'ensemble des acteurs institutionnels pour permettre un bon accompagnement de la création et du développement de ces activités. Ah, il y a encore une coupure. Ah bon ? Non, c'est bon, c'est revenu. Il travaille de fait donc avec l'ensemble de l'écosystème, et il travaille de fait aussi avec les autres métiers, puisque quand on aménagement, urbanisme, hein, de zones d'activité, de friches, de locaux, y compris en centre-ville, enfin, etc. Avec bien sûr le but du développement économique étant la création aussi d'emplois, avec le monde de l'emploi, de l'insertion, enfin, etc. Donc il travaille de fait vraiment avec l'ensemble des acteurs, et le but étant d'arriver autour de la table, ces acteurs du territoire. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que ce métier a beaucoup évolué, et d'ailleurs les prochaines rencontres que l'on va avoir à Cœur de Jura au mois de septembre répondent aussi, et chaque année nos rencontres répondent à l'évolution de ce métier, et avec une espèce de boîte à outils qu'on propose aux développeurs, puisqu'on a vu émerger justement la composante société civile, monde de l'ESS, dans la mesure où il y a encore 10 ans, 15 ans, nous n'avions pas de porteurs de projets émanant de cette société civile, alors qu'on le voit maintenant, des collectifs d'habitants, des associations, etc., peuvent porter de vrais projets de développement équivalents au développement d'entreprises tel que traditionnellement on le concevait. Voilà ce que je peux dire en termes d'animation, enfin de rôle du développeur économique par rapport à l'animation territoriale. Merci beaucoup. Donc du coup, Thierry, vous représentez l'Infolab qui est un tiers-lieu. Quand on gère un lieu comme le vôtre, est-ce que ça s'appuie sur d'autres fonctions comme l'animation du dialogue, l'accompagnement peut-être aussi, le fait de pouvoir impulser des projets collectifs, des expérimentations collectives? Comment ça se passe? Oui, alors vous m'entendez bien? Très bien. Bon, bonjour à tous. Nous, tout se joue beaucoup autour du lieu. Je ne rentre pas dans les détails, vous pouvez regarder la vidéo. Comme tu l'as très bien faite. Ouais. Voilà, mais se jouent des croisements en fait de réseaux.
Notre premier public, ce sont les jeunes. Et les initiatives de jeunes sont souvent hors radar. En tout cas, nombreuses sont hors radar. Et pourtant extrêmement intéressantes, riches de réseaux, de techniques, de nouvelles technologies, de pratiques. Et le fait qu'on ait, donc on a un immeuble en centre-ville d'Orléans, on en a fait un tiers-lieu. Alors un tiers-lieu notamment sur la dimension autogestion. C'est un lieu qui est autogéré par un collectif de 130 jeunes, donc avec des statuts différents, des résidents permanents et des résidents ponctuels. Et ces jeunes sont des créateurs d'entreprises, auto-entrepreneurs, voire SAS, des associations ou des collectifs de jeunes plutôt engagés sur des projets humanitaires, sur la parole des jeunes, etc. Dans ce lieu, ils ont accès à du matériel de pointe, notamment des ordinateurs, des drones, des caméras, etc., ce qui permet d'avoir des collectifs de jeunes très impliqués et très ce qu'on appelle des influenceurs, donc sur Instagram, YouTube, etc. Tout ça dans ce même lieu, on est aussi un lieu qui accueille des associations. Par exemple, il y a Ville-Carré qui a ses bureaux dans notre immeuble, mais donc il y a plusieurs associations qui sont en permanence là et qui organisent eux-mêmes des formations, des réunions, des événements, puisqu'on a des salles de conférences, etc. Nous sommes aussi une structure qui travaillons beaucoup avec les collectivités publiques et avec un réseau d'entreprises assez important. La base, c'est plutôt qu'on ait on organise énormément d'actions autour des jobs d'été, donc vous imaginez bien que les entreprises locales nous connaissent bien. Et donc, tous ces réseaux, en fait, se croisent et s'animent dans ce bâtiment. Et le rôle, puisque là, plutôt aussi sur la question des métiers, c'est des rôles dans mon équipe d'animateurs de réseau qui arrivent, malgré les cultures, malgré les pratiques, malgré le vocabulaire, même, voilà, même les questions d'horaire. Si vous voulez des jeunes, faites pas une réunion à 9h. Vous voyez, des choses très concrètes comme ça, qui arrivent à mettre en place des espaces de rencontre et d'échange d'acteurs, donc habitants, jeunes, moins jeunes, collectivités, entreprises, qui arrivent un peu à faire rencontrer tout ce petit monde. Juste une petite parenthèse, on fait ça nous aussi avec beaucoup d'intuition et on essaye petit à petit de le conceptualiser, de le structurer. Par exemple, une journée comme ça, c'est vraiment intéressant pour nous parce qu'il y a aussi beaucoup d'intuitifs, il y a beaucoup d'humains, il y a beaucoup de tout ça, il y a beaucoup de militantisme, parce qu'on est une association. Et donc, on a besoin aussi d'une pointe de structuration, de conceptualisation, etc., qui nous permet aussi d'être multiplicateurs. Et juste, je finirai là-dessus, on a voulu construire le projet d'abord avec des financements publics parce que c'est dans notre ADN. Peu de structures publiques nous ont suivis. On a eu un coup de main de la région pour lancer, mais en fait, notamment l'espace tiers-lieu en direction des jeunes est financé uniquement par des entreprises. Et donc le projet a fonctionné, on a fait un premier bilan. Donc depuis 3 mois, au vu du bilan, on a le soutien d'un FEDER, et donc on va ouvrir 2 autres tiers-lieux, un à Tours et un au Blanc, dans le 36 en milieu rural, pour un peu déployer et puis continuer cette conceptualisation et cette structuration de ces espaces de participation à la vie locale, et qui, du coup, son objectif, c'est vraiment la rencontre de ces différents réseaux et qui fait écho avec tout ce qu'on a dit un peu ce matin. Économie, secteur économique, associatif ou pouvoir public. Merci beaucoup Thierry. Donc ce qu'on voit avec vos 4 témoignages, c'est que un catalyseur peut porter un ou plusieurs de ces métiers et que finalement ces métiers s'articulent et sont très complémentaires. Alors pour continuer dans notre discussion, ce qui nous paraît aussi intéressant, c'est de voir que cette ingénierie de la catalyse, en fait, elle peut être mise en perspective par rapport à 2 autres formes d'ingénierie que l'on retrouve sur les territoires. Donc 3 ingénieries qui s'articulent. La première ingénierie dont on peut parler, c'est l'ingénierie de gestion du territoire, qui a pour vocation de mettre en œuvre des politiques publiques locales. Il est apparu à l'après-guerre. La deuxième type d'ingénierie que l'on retrouve, c'est ce qu'on appelle l'ingénierie de management de projets territoriaux, qui a pour vocation de coordonner les acteurs de territoire autour d'un projet de territoire. Et cette ingénierie-là, elle est apparue dans les années 80, après notamment la décentralisation.
Et puis enfin, la troisième ingénierie dont on souhaite parler, c'est cette fameuse ingénierie relationnelle qui a pour objectif de rassembler l'ensemble des acteurs du territoire autour des besoins et des priorités de ce territoire. Et elle a aussi pour objectif de favoriser l'interconnaissance au sein de cet écosystème pour créer ensuite des synergies. Et ce qui est intéressant dans cette fameuse ingénierie relationnelle, c'est qu'elle peut s'appuyer sur deux démarches complémentaires. Soit elle peut s'adresser directement aux citoyens pour leur donner le pouvoir d'agir, et c'est ça, les dynamiques citoyennes dont on a parlé Eric à un moment donné. Et puis elle peut aussi être une démarche qui s'adresse aux organisations pour leur permettre d'être en coopération, en co-construction. Et cette ingénierie de la catalyse territoriale, elle est apparue à peu près il y a une dizaine d'années. Et ce qu'on veut dire par là, c'est que ces trois ingénieries, elles sont très complémentaires, elles se complètent et en aucun cas elles s'annulent l'une vis-à-vis des autres. Elles sont nécessaires pour qu'au sein d'un territoire, tous les acteurs puissent interagir et que des projets territoriaux puissent émerger. Alors, comme tout à l'heure et tout au long de la journée, on souhaite vous faire intervenir. Comme d'habitude, vous pouvez prendre votre téléphone, aller sur App Wizambly et cliquer sur votre mot de passe Rencontre 2020. Et on aimerait vous poser cette question. Pensez-vous que sur votre territoire, ces trois ingénieries, donc celles dont je viens de parler, s'articulent très bien, s'articulent bien, c'est en émergence, s'articulent mal ou très mal? Donc vous avez quelques minutes pour répondre à ces questions et on verra les réponses tout à l'heure. Alors pour continuer dans notre échange, on se demandait à un moment donné, mais comment cette troisième ingénierie, on peut favoriser son développement? Et on a identifié 4 besoins qui nous paraissent importants justement pour soutenir cette ingénierie de la relation. Un premier besoin de reconnaissance, des moyens financiers évidemment, ça c'est toujours le nerf de la guerre. Le fait de pouvoir accéder à des réseaux, qui soient territoriaux et nationaux, et puis aussi le fait de pouvoir être identifié comme un acteur facilitateur au sein de son territoire. Alors pour parler de ce premier besoin de reconnaissance, je me retourne vers vous, Patricia Auroy. La reconnaissance, c'est un sujet qui vous est cher au sein du Réseau national de l'économie territoriale. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, effectivement, reconnaissance, parce que le métier de développeur économique, même si il remonte finalement donc avec les vagues de décentralisation il y a une trentaine d'années, n'existait pas dans les nomenclatures de Pôle emploi, dans les nomenclatures du CNFPT, enfin, etc. C'est relativement récent que ce poste puisse être reconnu dans ces nomenclatures. Donc déjà, il y a eu un travail important de fait par 6 organisations patronales, portée notamment par la DCF, qui est l'Association des communautés de France, mais aussi avec CCI France, avec le CNER, qui est le réseau des agences de développement, avec Initiative France, avec France Cluster. Le métier d'animateur de cluster remonte à une vingtaine d'années aussi, et c'est un métier de développeur économique aussi. Donc ces associations, ces organisations patronales, avec l'appui du RENET, donc de notre réseau, et d'Aradel, qui est la plus ancienne association, et la seule d'ailleurs, qui a perduré autant dans le temps, pour malheureusement connaître les difficultés financières actuelles qui empêchent sa pérennisation, Aradel. Donc ce collectif d'organisations professionnelles avec le RENET et Aradel ont donc élaboré un référentiel métier qui est sorti en 2016 et qui reconnaît les différentes fonctions du développeur économique, qui donc élabore et anime le projet de territoire à son niveau, donc pour un développement économique durable, qui travaille sur un mode sur un mode partenarial, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'il est au cœur de l'écosystème sur le plan économique, et qu'il interagit avec l'ensemble des acteurs, qu'il assure aussi la promotion économique, qu'il commercialise l'offre du territoire, qu'il accompagne les chefs d'entreprise, qu'il anime des clusters, des clubs d'entreprise, enfin, etc. Donc de fait, il est vraiment dans une dynamique partenariale très forte, et avec ce besoin de légitimation qui s'est fait à travers ce référentiel, et aussi un besoin de légitimité qui est aussi au niveau de la façon dont on travaille ensemble sur le territoire, puisque le développement économique concerne énormément d'acteurs qu'on met autour de la table, et donc pour que ce collectif fonctionne, il y a aussi un besoin de légitimer chacun des acteurs dans sa mission,
dans son périmètre d'intervention, parce que lui-même finalement a des comptes à rendre au sein de sa propre structure. Et donc pour travailler dans un climat de confiance, pour légitimer un chef de fila suivant les projets aussi, il est nécessaire donc que cette légitimité se fasse au sein du collectif. Et donc ça, c'est tout l'enjeu aussi de l'ingénierie de projet, de la façon de travailler ensemble, du développement d'un climat de confiance qui est incontournable pour que les projets se développent et pour que l'entreprise aussi, qui est au cœur, le porteur de projet et l'entreprise en développement soit rassurée et accès à un guichet. On parle souvent de guichet unique, c'est pas forcément un guichet unique, c'est un point d'entrée où les acteurs ont tellement l'habitude de travailler ensemble en confiance qu'ils sont capables, par ce point d'entrée, d'adresser l'entreprise, le porteur de projet, au bon interlocuteur pour l'intérêt du territoire. C'est très très intéressant ce que vous dites, hein. Donc le catalyseur, enfin le développeur économique, c'est vraiment un acteur neutre qui est en capacité d'articuler les complémentarités, les légitimités des différents acteurs, et puis lui-même voit son métier évoluer, et donc c'est aussi pour vous la nécessité d'anticiper ces évolutions de métier et ses compétences. Merci beaucoup. Thierry, donc je me retourne vers vous. Donc la gestion d'un lieu, on imagine très bien derrière qu'il y a différents modèles économiques qu'il faut articuler pour financer à la fois le lieu physique, son fonctionnement, aussi de financer l'ingénierie, et puis également probablement, et là vous en avez déjà parlé tout à l'heure, de peut-être anticiper un déploiement d'autres tiers-lieux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ces moyens financiers qui sont nécessaires pour faire vivre finalement tout ce qu'est ce tiers-lieu? Alors, juste à la base, quand on a lancé le projet, en fait, c'était par nécessité, c'est que notre structure économique n'était plus viable. Basé sur un projet qui a été fait il y a des dizaines d'années, qui est construit l'ensemble des criges, il y a très très longtemps, et qui n'était plus du tout en adéquation avec notre environnement économique, social, etc. Donc on l'a fait par nécessité, et donc c'est parce que l'association était dans ses retranchements qu'il a fallu être inventif, créatif, et donc on a donc trouvé cet immeuble pour travailler notre projet et trouver ce lieu pour le déployer. Juste pour vous dire clairement, on est, voilà, soyons un peu poil à gratter, on est fatigué des appels à projets. On est fatigué des appels à initiatives, des dossiers à faire, etc. Il faut avoir le temps de le faire, il faut avoir l'ingénierie pour le faire, et c'est beaucoup d'investissement et donc d'argent pour des résultats qui sont des fois pas sûrs du tout, quoi. Et donc on a créé clairement un secteur qui nous ramène de l'argent, donc qui en fait permet à des partenaires publics et associatifs d'utiliser nos locaux, donc avec des espaces de coworking, des bureaux, des salles de conférences, etc. Et ça nous ramène de l'argent, et cet argent est injecté dans le bâtiment, dans les projets qu'on développe et dans la recherche et développement, ce qui nous a permis de développer l'Infolab, des tiers-lieux, etc. Et ça nous permet aussi de nous situer comme... en fait, j'étais aussi un peu fatigué d'être vu un peu comme le dépensier. C'est-à-dire, je vais voir les gens parce qu'ils ont de l'argent et moi je le dépense. Donc maintenant, je ne vais plus les voir comme ça. J'ai de l'argent et du coup, je te propose des partenariats pour qu'on travaille ensemble sur un projet. Et du coup, la co-construction aussi se fait à travers ça, et le rapport aussi, que ça soit secteur privé, secteur public, est aussi un peu différent quand on arrive comme ça. Et beaucoup de portes s'ouvrent d'ailleurs à travers cet outil-là. Donc il y a une structure économique comme ça, avec un secteur d'activité qui nous permet d'avoir des ressources propres, qui sont injectées dans l'association, et qui nous permet de travailler avec des collectivités et des partenaires privés pour faire fonctionner tout ça. Une chose qui était très importante pour nous, ça fait partie du cahier des charges d'un Infolab, les espaces de coworking, où les jeunes auront leur bureau, leur espace de travail, d'événements, etc., est gratuit. C'est-à-dire ils ont une cotisation, et c'est gratuit. Et pour vous donner un petit ordre d'idée, c'est 12 000 € par an un bureau ici. Mais tous les jeunes qui sont porteurs d'initiative d'un projet sont accueillis gratuitement et dans des conditions d'accueil qui correspondent aussi à leur fonctionnement. Donc ouvert 24 heures sur 24, ils ont accès aux locaux, etc. Ce qui permet à ce qu'ils s'approprient le lieu, l'autogèrent, etc. Donc je ne rentre pas dans les détails, dans la structure économique, c'est juste pour vous expliquer un peu c'est très intéressant. Partager avec vous la philosophie de cette approche.
Et ça fait aussi tomber des barrières, c'est-à-dire que je suis du milieu associatif, je suis même un fonctionnaire en dispo. Je vois bien les murs qui peuvent exister entre les secteurs économiques, les associations et puis les collectivités locales. Et qu'à un moment donné, se mettre autour de la table et poser qu'est-ce qui nous différencie, c'est aussi important. Ce matin, on parlait beaucoup de quels sont nos objectifs communs, mais on a aussi des objectifs différents, et c'est extrêmement important de les poser, de dire quels sont nos objectifs. Moi, quand le Crédit Mutuel, il vient me voir pour me financer des actions, il n'a pas les mêmes enjeux que moi, et c'est pas grave. Mais on se retrouve sur des actions communes. Et ça, je pense que c'est une nécessité absolue d'avoir des professionnels, et je rebondis par rapport à ce que disait la personne juste avant moi, qu'il faut avoir des professionnels formés à ces enjeux-là, de partenariat, de co-construction, de participation à la vie locale, et d'approche aussi citoyenne, surtout nous sur le public jeune, mais plus largement sur les habitants qui doivent s'approprier ces nouveaux lieux. Voilà. Et là, ça fait 1 an et demi, et on commence à avoir un écosystème qui nous semble assez intéressant, et puis en effet, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on va essayer de faire des petits, et surtout on va le tester en milieu rural, ce qui est un autre enjeu, puisque en milieu urbain, on a quand même des infrastructures, des structures, des institutions, etc., qui sont beaucoup plus facilement mobilisables qu'en milieu rural. Donc on va le tester à partir du mois de janvier 2021. Merci Thierry, c'était très intéressant, un modèle économique innovant et qui repose aussi beaucoup sur un changement de posture et d'échange de vos objectifs avec vos partenaires. Donc Eric, je me retourne vers vous. Microville 112, c'est vraiment le cœur, c'est comment on accède aux réseaux, qu'ils soient territoriaux et nationaux. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de ce besoin ? Déjà, on accède aux réseaux territoriaux, déjà au niveau du sens. Je parlais tout à l'heure du village, mais on accède aussi aux réseaux un tout petit peu plus larges qui sont les communautés de communes parce qu'on a des besoins techniques à résoudre. Encore un peu plus large, on a encore des problèmes techniques à résoudre avec la région parce qu'on va parler d'isolation, on va parler d'énergie, on va parler de plein de choses. Mais au niveau national, on a aussi des intérêts parce que développer un lieu comme ça, nous, on parle de sens. Et on doit y réfléchir, et on apprend en marchant. Et le fait d'avoir eu la chance de participer depuis plusieurs années au Rameau, et le fait de pouvoir avoir accès aux autres expérimentations, nous ouvre aussi énormément l'esprit. Mais parallèlement, nous, au sein de l'Alliance, dans la mesure où on se développe en cycle territorial, le fait de pouvoir rencontrer des gens à Cœur de Girard qui ont des problématiques différentes, le fait de dire, tiens, sur Saintes, il y a un problème de centre-ville qui nous met notre problématique, etc. Et ça, pour nous, le réseau national est important aussi pour pouvoir construire une expérimentation qui est quand même assez grosse, 90 hectares, 50 000 m² de bâtiments, il y aura 2500 personnes, enfin c'est un gros machin. Raison de plus pour s'entourer de l'expérience des autres. Très bien, c'est très intéressant, effectivement. Le réseau est au cœur. Frédéric, je termine par vous. Je sais que la notion d'acteurs facilitateurs, que sont les catalyseurs territoriaux, cette notion de facilitation, c'est important pour vous. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, parce qu'en fait, nous parlons le 360 degrés, c'est-à-dire que nous sommes en contact permanent avec tous les acteurs, qu'ils soient collectivités, institutions, entreprises, associations, éducation nationale. Et nous avons la possibilité donc de savoir d'abord les initiatives qu'ils prennent, les projets en cours. Donc nous avons vraiment une connaissance approfondie des projets, même de la société civile. Et nous connaissons les politiques publiques puisque nous sommes au cœur donc d'une institution territoriale en lien avec 13 villes en ce qui nous concerne. Et du coup, il faut absolument qu'on nous identifie comme des facilitateurs, parce que nous pouvons vraiment renforcer l'impact des projets, faire des liens pour permettre aux projets donc, menés localement de prendre de l'ampleur et de donner de l'aide aux politiques locales pour trouver des solutions dont elles ont besoin et d'accélérer au final toutes ces choses-là. Donc nous avons besoin d'être identifiés comme des facilitateurs, à la fois, je dirais, au sein de la structure actuelle dans laquelle je travaille, auprès des différentes directions de Paris-Est, Marne-et-Bois, mais aussi auprès de nos publics et notamment les villes, c'est-à-dire les élus, les techniciens. Donc 4 besoins que vous avez illustrés, un besoin de reconnaissance, des moyens financiers,
des besoins d'accéder à des réseaux et puis le besoin d'être identifié comme acteur facilitateur. Merci beaucoup, puisqu'on voit que toutes ces conditions permettront probablement de développer cette ingénierie de la catalyse territoriale. Et alors normalement, on devrait avoir les réponses à la question qui a été posée tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce que vous pensez que sur votre territoire, ces trois ingénieries s'articulent? Alors, c'est serré. Oula, alors voilà, je vois plus. 34% de vous considèrent que c'est en émergence, cette articulation. 33% que ça s'articule bien et 32% que ça s'articule mal. Il n'y en a pas du tout qui disent que ça s'articule très bien ou très mal. Donc on est vraiment, on va dire, en émergence pour l'essentiel, mais c'est vraiment des réponses qui sont très, très équilibrées sur c'est en émergence, ça s'articule bien et ça s'articule mal. Donc on a probablement la diversité des territoires qui s'exprime grâce à ces réponses. Merci beaucoup en tout cas.